Paris, décembre 2024. Le ciel est gris, typique de l'hiver parisien. J'ai signé les papiers du divorce dans un bureau élégant de la rue de Rivoli. Ma main tremblait légèrement, mais pas de tristesse, de retenue. Rémi Leclerc, de l'autre côté de la table, souriait avec arrogance. « Enfin libre », a-t-il murmuré en regardant sa montre de luxe. Le divorce que tout le monde attendait. Mais ce que personne ne savait, c'est que dans 72 heures, tout allait s'effondrer pour lui. Bonjour à tous. Je m'appelle Victoire Blanchard, j'ai 57 ans et voici mon histoire. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et à commenter d'où vous nous écoutez. Votre soutien compte énormément. Merci. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Le 12 décembre 2024. Paris était figé sous un ciel de plomb, cette lumière grise qui rend tout encore plus dramatique. J'étais assise dans le bureau de Maître Fontaine, notaire depuis 30 ans, un homme aux cheveux blancs qui avait vu défiler des centaines de divorces. Mais le mien, j'en suis certaine, allait marquer sa carrière. Rémi était en face de moi, costume italien impeccable, cheveux gominés, regard froid comme le marbre. Il tapotait son stylo Montblanc sur la table en acajou avec cette impatience qui le caractérisait. « On peut accélérer ? J'ai un rendez-vous important dans 1 heure », avait-il lancé sans même me regarder. Maître Fontaine avait froncé les sourcils, mais n'avait rien dit. Il connaissait la réputation de Rémi dans notre milieu. Entrepreneur à succès, homme d'affaires respecté, philanthrope occasionnel. Ce que personne ne savait, c'est ce qui se cachait derrière cette façade impeccable. J'ai pris le stylo que Maître Fontaine me tendait. Ma main tremblait légèrement. Pas de peur, pas de regret, mais de l'effort monumental que je faisais pour ne rien laisser paraître, pour ne pas lui montrer que je savais, pour ne pas exploser et tout gâcher avant l'heure. J'ai signé la première page, puis la deuxième, puis la troisième. Chaque signature était une étape vers ma liberté. Chaque paraphe effaçait symboliquement une année de ce mariage qui m'avait vidé de l'intérieur. Rémi a signé à son tour, rapidement, sans même lire les documents. Il avait toujours été comme ça, arrogant, pressé, convaincu que rien ne pouvait lui arriver. Il s'est levé avant même que Maître Fontaine n'ait fini de tamponner les documents. « Voilà, c'est fait. Bonne chance pour la suite, Victoire », avait-il dit d'un ton détaché, comme s'il me congédiait après une réunion professionnelle ratée. Il avait déjà son téléphone collé à l'oreille en franchissant la porte. « Oui, chérie, c'est terminé. On se voit ce soir pour fêter ça. » Sa voix résonnait encore dans le couloir. « Chérie », un mot qu'il n'avait plus prononcé pour moi depuis des années. Je suis restée assise quelques instants après son départ. Maître Fontaine m'a tendu mes copies certifiées du jugement avec un regard compatissant. « Madame Blanchard, si vous avez besoin de quoi que ce soit. » J'ai secoué la tête doucement. « Merci, maître. Mais je vais très bien. Vraiment très bien. » Il a semblé surpris par mon ton. La plupart des femmes qui divorçaient dans son bureau ressortaient en larmes, brisées, perdues. Pas moi. Je me suis levée, j'ai rangé soigneusement les documents dans mon sac Hermès noir, j'ai boutonné mon manteau en cachemire gris et je suis sortie la tête haute. Dehors, la neige commençait à tomber. De gros flocons qui virevoltaient dans l'air glacé de décembre. J'ai respiré profondément. L'air froid m'a brûlé les poumons, mais c'était une sensation agréable, purificatrice. Un taxi attendait au coin de la rue. « Aéroport Charles de Gaulle, s'il vous plaît, terminal 2A. » Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années au visage marqué par la fatigue, a hoché la tête sans poser de questions. Le trajet a duré presque 1 heure à cause des embouteillages parisiens. J'ai regardé défiler les rues que je connaissais par cœur, le Louvre illuminé malgré l'après-midi grisâtre, les quais de Seine où Rémi m'avait demandé en mariage il y a 32 ans, un genou à terre, une bague en diamant dans une petite boîte en velours bleu. Les Champs-Élysées, décorés pour Noël, scintillantes de 1000 feux. Notre appartement dans le 16e arrondissement, ce penthouse avec vue sur la Tour Eiffel que nous avions acheté ensemble en 1995. Tout ce que j'avais construit ici, tout ce que je laissais derrière moi, sans regret, sans nostalgie. Juste avec la certitude absolue que je faisais ce qu'il fallait. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. « Vous partez en voyage, madame ?» J'ai souri, un vrai sourire, le premier depuis des mois. «
Non, je pars vivre. Il n'a rien ajouté, mais j'ai vu son regard s'adoucir. Peut-être qu'il comprenait. Peut-être qu'il avait lui aussi fui quelque chose, quelqu'un, un jour. À l'aéroport, tout s'est passé rapidement. J'avais 3 valises, pas plus. 32 ans de mariage résumés en 3 valises. C'était pathétique quand on y pensait, mais aussi libérateur. J'avais laissé tout le reste, les meubles, les tableaux, les bijoux, les souvenirs. Je n'avais emporté que l'essentiel, mes vêtements préférés, quelques photos de ma mère décédée il y a 5 ans, mon ordinateur portable et un dossier que je gardais précieusement dans mon sac à main. Un dossier qui contenait des choses que personne, absolument personne, ne devait voir avant le moment venu. L'enregistrement s'est fait sans encombre. Vol Air Canada, AC-170, à destination de Montréal, départ prévu à 18h45, avait annoncé l'hôtesse avec un sourire professionnel. Je vous souhaite un excellent vol, Madame Blanchard. Montréal, une ville que je ne connaissais qu'à travers les films et les documentaires. Une ville où l'hiver était vrai, où la neige ne fondait pas en bouillie grise au bout de 2 jours. Une ville où je pourrais recommencer, où je pourrais être simplement moi. Dans la salle d'embarquement, j'ai commandé un thé Earl Grey au relais, brûlant, réconfortant. Je me suis installé près d'une grande baie vitrée donnant sur les pistes d'atterrissage. Les avions décollaient et atterrissaient dans un ballet mécanique parfaitement orchestré. J'ai sorti mon téléphone, plusieurs notifications. Des messages de connaissances me souhaitant bon courage pour cette nouvelle étape. Des messages hypocrites de gens qui n'attendaient qu'une chose, les ragots croustillants sur la séparation de Victoire et Rémi Leclerc. Je les ai tous ignorés. Puis j'ai vu la publication Instagram de Rémi, postée il y a seulement 15 minutes. Une photo de lui dans un bar chic du Marais, entouré d'amis, une coupe de champagne à la main, sourire éclatant. La légende disait « Nouveau chapitre, nouvelle vie, enfin, libre ». 412 likes déjà. Les commentaires affluaient. « Tu le mérites, mon frère, elle ne te méritait pas, tu vas enfin pouvoir vivre ta vie ». J'ai failli rire. S'ils savaient seulement ce qui les attendait tous dans 3 jours. J'ai archivé la notification et ouvert un autre dossier sur mon téléphone. Un dossier protégé par un mot de passe à 12 caractères. À l'intérieur, des fichiers PDF, des photos, des captures d'écran. Tout ce que j'avais collecté minutieusement ces 6 derniers mois. Mais je ne pouvais pas regarder ça maintenant. Pas ici, en public. Trop risqué. Quelqu'un pourrait voir par-dessus mon épaule. Alors j'ai refermé le dossier et j'ai envoyé un message crypté à un seul contact enregistré sous le nom de NB. Juste 3 mots. Je pars. C'est parti. La réponse est arrivée instantanément. Reçu. Tout est en place. Fais-moi confiance. Nathalie, ma meilleure amie depuis le lycée, la seule personne en qui j'avais entièrement confiance. La seule qui savait ce qui allait se passer dans 72 heures. L'embarquement a été annoncé. J'ai pris mon sac, ma carte d'embarquement, et je me suis dirigé vers la porte 47. Mon cœur battait vite, mais pas de panique. C'était de l'excitation, de l'anticipation. Dans 8 heures, je serais à Montréal. Et dans 3 jours, Rémi Leclerc comprendrait qu'on ne détruit pas impunément la vie de quelqu'un. Surtout pas la mienne. L'avion a décollé à l'heure. 18h45 précise. J'étais installé au siège 12A, côté hublot, comme je l'avais demandé lors de la réservation. J'aimais voir le sol s'éloigner, les lumières de Paris rapetisser jusqu'à devenir de minuscules points dorés dans l'obscurité. C'était symbolique, d'une certaine manière. Plus l'avion montait, plus je me sentais légère, comme si chaque mètre d'altitude effaçait un peu plus le poids que je portais depuis tant d'années. À côté de moi, une jeune femme d'une 30aine d'années feuilletait un magazine de mode. Elle avait jeté un coup d'œil à mon alliance que je portais encore, par habitude plus que par attachement, puis avait détourné les yeux avec ce mélange de gêne et de pitié que les gens ont toujours face aux femmes seules d'un certain âge. Elle ne pouvait pas savoir, personne ne pouvait savoir que j'étais exactement là où je voulais être. Une fois que l'avion a atteint son altitude de croisière, les hôtesses ont commencé le service. J'ai commandé un verre de vin rouge, un Bordeaux correct pour un vol commercial. J'avais besoin de quelque chose pour calmer cette tension qui montait en moi,
Pas du stress, mais plutôt une forme d'impatience fébrile. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac. L'écran s'est allumé sur une page vierge. J'avais pensé travailler pendant le vol, peut-être commencer à organiser ma nouvelle vie à Montréal, chercher un appartement, prendre des contacts professionnels, mais mon esprit revenait sans cesse à ce qui se passait à Paris, à ce que Rémi était probablement en train de faire en ce moment même. Fêter sa liberté retrouvée sans doute, rire avec ses amis, peut-être même déjà avec elle. Léna, cette fille que j'avais vue pour la première fois il y a 2 ans lors d'une soirée d'entreprise. Grande, blonde, un sourire commercial parfait. Elle avait été embauchée comme assistante de direction. Elle est très compétente, m'avait assuré Rémi. Elle va nous faire gagner beaucoup de temps. J'aurais dû me méfier dès le début. J'ai fermé l'ordinateur. Impossible de me concentrer. J'ai plutôt regardé par le hublot. Nous survolions l'Atlantique maintenant. En dessous, rien que l'obscurité et, quelque part très loin, les vagues noires et froides de l'océan. J'ai pensé à ma mère. Elle était décédée il y a 5 ans d'un cancer foudroyant. 6 mois entre le diagnostic et sa mort. Pas assez de temps pour lui dire tout ce que j'aurais voulu lui dire. Pas assez de temps pour qu'elle me dise tout ce qu'elle savait sur les hommes, sur les mariages, sur la vie. Mais juste avant de partir, dans sa chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et la mort, elle avait serré ma main avec une force surprenante. « Victoire, ne reste jamais avec quelqu'un qui te fait sentir petite. La vie est trop courte pour ça. » Elle savait, elle avait toujours su pour Rémi. Mais elle n'avait jamais rien dit, respectant mon choix, ma vie. Si seulement je l'avais écoutée plus tôt, si seulement j'avais eu son courage. Les heures ont passé lentement. J'ai regardé 2 films sans vraiment les voir, mangé un plateau repas insipide, bu un 2e verre de vin. Autour de moi, les passagers dormaient, lisaient, écoutaient de la musique avec leurs écouteurs. Des vies ordinaires, des voyages ordinaires. Personne ne pouvait imaginer ce qui se tramait dans ma tête. Vers minuit, heure de Paris, j'ai rallumé mon téléphone en mode avion et vérifié mes messages sauvegardés. Rémi n'avait rien envoyé. Évidemment, pourquoi l'aurait-il fait? Pour lui, j'étais déjà du passé. Une page tournée, un chapitre clos. Il ne savait pas que certains chapitres reviennent vous hanter quand on les ferme trop vite. J'ai ouvert le dossier crypté une nouvelle fois. Cette fois, j'ai osé regarder. Les premières pages étaient des extraits bancaires, des comptes que je n'étais pas censé connaître, des transferts suspects vers la Suisse, des montants qui donnaient le vertige, puis des photos. Rémi avec différentes femmes dans des hôtels de luxe, pas seulement Léna, d'autres avant elle. Combien y en avait-il eu? 10, 20, je ne savais même pas. Et puis, tout au fond du dossier, le document le plus important, celui qui changerait tout. Une photographie scannée d'un certificat de naissance. Nom de l'enfant, Mathis Blanc. Date de naissance, 15 mars 2014. Lieu, Marseille. Nom du père, Rémi Leclerc. Nom de la mère, Sandrine Blanc. Un enfant, un fils. Rémi avait un fils de 11 ans dont il n'avait jamais parlé. Un fils qu'il avait abandonné. Un fils dont il niait l'existence même quand Sandrine avait tenté de le contacter il y a 7 ans pour réclamer une aide financière. J'avais découvert ça par hasard, en fouillant dans ses emails professionnels que j'avais encore accès à l'époque où nous travaillions ensemble. Un échange violent avec un avocat. Faites la taire. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Cet enfant n'est pas le mien. Mais les tests ADN que Sandrine avait fait faire prouvaient le contraire. Rémi avait payé un avocat pour étouffer l'affaire, menacer la jeune femme, la forcer au silence. Et ça avait marché. Jusqu'à maintenant. J'ai refermé le dossier, le cœur battant. Même après des mois à le savoir, ça me faisait encore quelque chose. Pas de la jalousie, pas de la colère, plutôt du dégoût. Comment peut-on abandonner son propre enfant? Comment peut-on être aussi lâche, aussi cruel? J'avais voulu des enfants, moi, désespérément. Mais Rémi avait toujours trouvé une excuse. Ce n'est pas le bon moment. L'entreprise demande trop d'investissement. On a encore le temps. Et pendant tout ce temps, il en avait un qu'il refusait de reconnaître. L'ironie était insoutenable. J'ai bu une gorgée d'eau pour faire passer le nœud dans ma gorge. Non.
Je ne devais pas me laisser submerger par l'émotion. Pas maintenant. J'aurai tout le temps pour ça plus tard. Pour l'instant, je devais rester concentrée, froide, calculatrice, exactement comme Rémi l'avait été avec moi pendant toutes ces années. Vers 3 heures du matin, heure de Montréal, le commandant de bord a annoncé que nous commencions notre descente. J'ai regardé par le hublot. En dessous, les lumières de la ville commençaient à apparaître, disposées en grilles parfaites, si différentes du chaos organisé de Paris. Montréal, ma nouvelle maison, ma nouvelle vie. L'atterrissage a été en douceur. Les roues ont touché le tarmac avec à peine un choc. Nous avons roulé jusqu'au terminal, et quand les portes se sont ouvertes, j'ai senti l'air glacial s'engouffrer dans la cabine. Moins 15 degrés. J'ai frissonné malgré mon manteau, mais c'était un frisson d'excitation autant que de froid. Je suis passé par l'immigration sans problème. « Raison de votre séjour au Canada, madame ?» avait demandé l'agent, un homme d'une 40aine d'années au regard fatigué. « Je m'installe ici, nouveau départ. » Il avait tamponné mon passeport avec un sourire bienveillant. « Bienvenue à Montréal. Bon courage pour votre nouvelle vie. » J'ai récupéré mes 3 valises et je suis sorti dans la zone des arrivées. Dehors, à travers les immenses baies vitrées, je voyais la neige tomber. Une vraie neige, épaisse, abondante, qui recouvrait tout d'un manteau blanc. J'ai pris un taxi jusqu'à l'appartement que j'avais loué en ligne 3 semaines plus tôt. Un 2 pièces dans le plateau Mont-Royal, un quartier que l'agent immobilier m'avait décrit comme bohème et vivant. Le trajet a duré 30 minutes. Le chauffeur, un homme d'origine haïtienne au sourire chaleureux, m'a raconté sa propre histoire d'immigration. Comment il avait tout quitté pour venir ici il y a 15 ans. Le froid, on s'y habitue, avait-il dit en riant. Et les Montréalais sont accueillants. Vous verrez. J'espérais qu'il avait raison. L'appartement était petit mais lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur une rue bordée d'arbres couverts de neige. Simple, chaleureux. À l'opposé du penthouse ostentatoire que j'avais quitté à Paris. J'ai posé mes valises dans la chambre et je me suis effondrée sur le canapé. J'étais épuisée, mais je ne pouvais pas dormir. Pas encore. J'ai pris mon téléphone. Il était 9 heures du matin à Paris, et dans 48 heures exactement, tout allait commencer. Je me suis réveillée vers midi, heure locale, complètement désorientée. Pendant quelques secondes, je ne savais plus où j'étais. Puis j'ai vu les murs blancs de l'appartement, entendu le bruit étouffé de la circulation dans la rue, et tout m'est revenu. Montréal, le divorce, le plan. Je me suis levée péniblement, les muscles encore engourdis par le vol et le décalage horaire. Par la fenêtre, la ville scintillait sous le soleil d'hiver. La neige recouvrait tout, immaculée, aveuglante. C'était beau d'une manière presque irréelle. J'ai pris une douche longue et brûlante, laissant l'eau chaude dissoudre la tension accumulée. Puis je me suis habillée simplement. Jean noir, pull en cachemire gris, bottes fourrées que j'avais achetées spécialement pour l'hiver canadien. Il fallait que je sorte, que j'explore ce nouveau territoire, que je commence à m'approprier cette ville qui serait désormais la mienne. Dehors, le froid m'a saisi comme une gifle. Moins 15 degrés, mais avec le vent, la sensation était encore plus glaciale. J'ai remonté mon écharpe sur mon nez et j'ai commencé à marcher. Le plateau Mont-Royal était exactement comme on me l'avait décrit. Des ruelles étroites, bordées de maisons colorées, des escaliers extérieurs en colimaçon, typiques de l'architecture montréalaise. Des cafés chaleureux avec leurs fenêtres embuées. Les gens que je croisais marchaient vite, emmitouflés dans d'épais manteaux, mais ils souriaient, saluaient. Certains me lançaient un « bonjour » amical. C'était étrange après des années à Paris où personne ne se parlait dans la rue. Je me suis arrêtée dans un petit café sur l'avenue du Mont-Royal. « Café Olympico », disait l'enseigne. À l'intérieur, ça sentait le café fraîchement moulu et les pâtisseries chaudes. J'ai commandé un cappuccino et un croissant. Le barista, un jeune homme aux cheveux longs attachés en chignon, m'a souri. « Vous êtes nouvelle dans le quartier ?» J'ai hoché la tête. « Ça se voit, tant que ça ?» Il a ri. « On reconnaît toujours les nouveaux. Mais vous allez adorer, croyez-moi. Bienvenue à Montréal. » Je me suis installée près de la fenêtre avec mon café. J'ai sorti mon téléphone. Il était 18 heures à Paris.
plusieurs notifications. Des messages de connaissances qui me demandaient comment j'allais, si j'avais besoin de quoi que ce soit. Des messages vides de sens envoyés par politesse. Je les ai tous ignorés. Puis j'ai vu les publications Instagram de Rémi. Il en avait posté 3 depuis hier. La première, une photo de lui dans un restaurant gastronomique, seul, avec la légende « Dîner en célibataire, enfin ». La deuxième, une photo de Léna, prise de dos, cheveux blonds au vent, avec juste un emoji cœur. La troisième, postée il y a 2 heures, annonce importante demain, restez connectés. Mon cœur s'est accéléré. Annonce importante. Je savais exactement ce que ça signifiait, le mariage. Il allait annoncer son mariage avec Léna. Nathalie me l'avait confirmé hier par message crypté. Cérémonie prévue le 15 décembre, après-demain. Château de Chantilly. 150 invités. Tout est organisé dans le secret. Il veut te surprendre, te blesser publiquement. 3 jours après notre divorce. 3 jours. L'humiliation était calculée, méticuleuse, cruelle. Mais Rémi ne savait pas qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. J'ai envoyé un message rapide à Nathalie. « Tu es prête ?» La réponse est arrivée presque instantanément. « Tout est en place, j'ai l'enveloppe, je serai là-bas, fais-moi confiance. » J'ai souri. Nathalie, ma meilleure amie depuis 40 ans. Nous nous étions rencontrés au lycée, 2 filles timides qui s'étaient retrouvées dans un monde hostile. Elle était devenue inspectrice de police, puis détective privée après avoir pris sa retraite anticipée. Elle avait les contacts, les compétences, l'expérience. C'est elle qui avait mené l'enquête sur Rémi ces 6 derniers mois. C'est elle qui avait retrouvé Sandrine Blanc à Marseille, obtenu la copie de la certificat de naissance de Matisse, rassemblé toutes les preuves bancaires. C'est elle qui avait tout organisé. Et c'est elle qui, dans moins de 48 heures, allait faire exploser la vie parfaite que Rémi pensait construire. J'ai terminé mon café et j'ai continué ma promenade. Il fallait que je m'occupe, que je ne pense pas trop, sinon j'allais devenir folle d'impatience. Avant de continuer, je vous rappelle de vous abonner et de laisser un like si vous suivez cette histoire. Votre soutien est précieux. Merci. Le reste de la journée est passé dans une sorte de brouillard. J'ai visité le quartier, acheté quelques provisions dans une épicerie bio, exploré les petites boutiques d'artisanat local. J'ai même trouvé une librairie francophone où j'ai acheté 3 romans québécois que le libraire m'a chaudement recommandés. Si vous voulez comprendre Montréal, il faut lire nos auteurs, avait-il dit avec fierté. Je suis rentré à l'appartement vers 17 heures, au moment où le soleil commençait déjà à décliner. Les journées étaient si courtes en décembre. J'ai préparé un dîner simple. Salade, pain, fromage, rien d'élaboré. Je n'avais pas vraiment faim de toute façon. Mon estomac était noué par l'anticipation. J'ai allumé mon ordinateur et vérifié mes comptes bancaires. Tout était en ordre. J'avais transféré discrètement mes économies personnelles sur un compte canadien ouvert à distance il y a 3 mois. Rémi ne pouvait plus toucher à mon argent. J'avais aussi récupéré ma part de l'entreprise que nous avions fondée ensemble, une agence de conseil en architecture d'intérieur. Légalement, tout était propre. Mon avocat avait fait un travail impeccable. La nuit est tombée rapidement. Je me suis installé sur le canapé avec une couverture chaude et une tisane. Dehors, la neige continuait de tomber, silencieuse, hypnotique. J'ai repensé à notre mariage. C'était en juin 1993, une journée ensoleillée à la mairie du 7e arrondissement de Paris. J'avais 25 ans, Rémi en avait 28. J'étais folle amoureuse. Lui aussi, je crois. Ou du moins, c'est ce qu'il disait. Nous avions tout devant nous, des projets, des rêves, de l'ambition. Nous voulions créer quelque chose ensemble, bâtir un empire, et nous l'avions fait. L'agence était devenue l'une des plus respectées de Paris. Nous travaillions avec des clients prestigieux, des hôtels de luxe, des résidences privées de millionnaires. L'argent coulait à flot. Mais quelque part en chemin, nous nous étions perdus. Ou plutôt, Rémi s'était perdu. Il était devenu obsédé par le succès, par l'apparence, par le pouvoir. Et moi, j'étais devenue invisible. Une ombre, une assistante, plus une épouse. Les premiers signes sont apparus il y a 10 ans environ. Les retards inexpliqués, les week-ends professionnels qui se multipliaient, les parfums étrangers sur ses chemises, les mensonges, d'abord petits, puis de plus en plus gros.
J'avais fermé les yeux. Par amour? Par peur? Par habitude? Je ne sais plus. Peut-être un mélange des trois. Mais il y a un an, quelque chose s'est brisé en moi. C'était lors d'une soirée de gala organisée par notre entreprise. Rémi m'avait présenté à un client important en disant « Voici Victoire, elle s'occupe de la décoration. Pas ma femme, pas ma partenaire, juste elle s'occupe de la décoration. Comme si j'étais une employée quelconque, comme si 30 ans de mariage et de travail acharné ne valaient rien. » Cette nuit-là, je suis rentrée seule à la maison. Rémi était resté à la fête. Et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Puis j'ai séché mes larmes et j'ai pris une décision. Je n'allais plus subir, j'allais agir. C'est le lendemain que j'ai contacté Nathalie. Nous ne nous étions pas vus depuis plusieurs mois, la vie, le travail, les obligations. Mais quand je l'ai appelée, elle a tout de suite entendu quelque chose dans ma voix. « Qu'est-ce qui se passe, Victoire ?» Je lui ai tout raconté, les années de mépris, les trahisons, les humiliations. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit simplement « Tu veux des preuves ?» J'ai répondu oui. Elle a ajouté « Alors prépare-toi, parce que ce que je vais trouver risque de te faire très mal. » Elle avait raison. Ce qu'elle a découvert a dépassé tout ce que j'imaginais. Les maîtresses multiples, les comptes secrets en Suisse, l'argent détourné de notre entreprise commune. Et surtout, Mathis, cet enfant abandonné. Quand Nathalie m'a montré la certificat de naissance, j'ai cru que j'allais vomir. Pas de jalousie, juste du dégoût. Un dégoût viscéral pour l'homme que j'avais aimé, avec qui j'avais partagé ma vie, et qui s'était révélé être un monstre. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Minuit passé. À Paris, il était 6 heures du matin. Dans quelques heures, Rémi allait poster l'annonce de son mariage. Et demain soir, à cette même heure, sa vie parfaite serait en ruine. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Une sorte de calme avant la tempête. J'ai préparé un café dans la petite cuisine de l'appartement, regardant par la fenêtre les Montréalais qui commençaient leur journée. Certains déneigeaient leur voiture, d'autres marchaient rapidement vers le métro, leur souffle formant de petits nuages blancs dans l'air glacial. La vie continuait, normale, ordinaire, pendant que de l'autre côté de l'Atlantique, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. J'ai pris mon téléphone. Il était 15 heures à Paris. Et là, comme prévu, la notification est apparue. Rémi avait posté. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai ouvert Instagram. La photo était parfaite, évidemment. Rémi et Léna, enlacés devant la tour Eiffel, le soleil couchant derrière eux créant une lumière dorée magnifique. Elle portait une robe blanche courte, lui un costume bleu marine. Il souriait, radieux, comme dans un film romantique. La légende disait « Elle a dit oui. Demain, nous célébrons notre amour entouré de nos proches. La vie commence vraiment maintenant. » Les commentaires explosaient déjà. « Félicitations, vous êtes magnifiques ensemble. Enfin, le bonheur pour toi, Rémi. Elle est sublime. » J'ai lu chaque commentaire avec une sorte de fascination morbide. Ces gens ne savaient rien. Ils voyaient juste une belle photo, une belle histoire. Ils ne voyaient pas les mensonges, la manipulation, la cruauté. Ils ne savaient pas que cet homme qui souriait si parfaitement avait un fils qu'il refusait de reconnaître. Ils ne savaient pas qu'il avait volé des millions à sa propre entreprise. Ils ne savaient pas qu'il avait passé 32 ans à détruire méthodiquement une femme qui lui avait tout donné. Mais demain soir, ils sauraient. Le monde entier saurait. J'ai fermé l'application et respiré profondément. Encore 24 heures. Juste 24 heures. Je pouvais tenir. J'ai envoyé un message à Nathalie. J'ai vu. Tu es prête pour demain. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Absolument. Le costume est parfait. L'enveloppe est prête. Je serai là à 19 heures. Le brindisi est prévu pour 20h30. C'est à ce moment que je parlerai. J'ai souri. Nathalie avait tout planifié dans les moindres détails. Elle s'était infiltrée dans l'organisation du mariage en se faisant passer pour une photographe indépendante recommandée par un ami commun. Léna, qui ne la connaissait pas personnellement, avait accepté sans poser de questions. Après tout,
C'était un mariage organisé en quelques jours seulement, il fallait prendre ce qu'on trouvait. Nathalie serait donc là, officiellement pour photographier l'événement, mais en réalité pour exécuter le plan que nous avions mis au point. L'enveloppe dorée qu'elle apporterait contenait des copies de tous les documents, les extraits bancaires prouvant les détournements de fonds, les photos de Rémi avec ses différentes maîtresses, et surtout la certificat de naissance de Mathis. Tout serait révélé publiquement, devant les 150 invités, devant la famille de Léna, devant les associés de Rémi, devant tout le monde. L'humiliation serait totale, définitive, irrévocable, exactement ce qu'il méritait. J'ai passé la journée à essayer de m'occuper. J'ai fait un peu de rangement dans l'appartement, défait complètement mes valises, organisé mes vêtements dans la petite armoire de la chambre. J'ai aussi commencé à chercher du travail. Même si j'avais suffisamment d'économies pour tenir plusieurs mois, je savais qu'il me faudrait retrouver une activité professionnelle. Pas seulement pour l'argent, mais pour ma santé mentale. J'avais besoin de me reconstruire, de retrouver une identité en dehors de celle de l'ex-femme de Rémi Leclerc. J'ai envoyé quelques candidatures spontanées à des agences d'architecture d'intérieur montréalaises, présentant mon portfolio, mes références, mon expérience. Certaines ne répondraient jamais, je le savais. Mais peut-être que l'une d'elles me donnerait une chance. Peut-être que je pourrais recommencer ici, dans cette ville qui ne connaissait rien de mon passé, rien de ma honte, rien de mes échecs. Vers 16 heures, j'ai décidé de sortir marcher à nouveau. Je ne pouvais plus rester enfermée, je devenais folle d'attente. J'ai mis mon manteau, mon écharpe, mes gants, et je suis descendue dans la rue. La température avait encore chuté. Moins 18 degrés, annonçait l'application météo sur mon téléphone. Le froid mordait le visage, brûlait les poumons à chaque inspiration. Mais j'aimais ça. C'était réel, tangible, honnête. Pas comme les sourires hypocrites de Paris, pas comme les baisers mensongers de Rémi. J'ai marché jusqu'au parc La Fontaine, un grand espace vert au cœur du plateau. Tout était recouvert de neige. Les arbres ressemblaient à des sculptures de glace. Les sentiers étaient déserts. Je me suis assise sur un banc, malgré le froid, et j'ai regardé le paysage. Le silence était apaisant. Juste le crissement de la neige sous les rares pas des promeneurs, le cri lointain d'un corbeau. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en paix. Pas heureuse, pas encore. Mais en paix. Mon téléphone a vibré. Un message de Nathalie. Pas un message texte, mais une photo. Elle avait pris un selfie devant le château de Chantilly. Elle portait un tailleur noir élégant, ses cheveux gris coupés courts lui donnaient un air sérieux, professionnel. À ses pieds, on voyait son sac de photographe. Et dans sa main, discrètement, elle tenait l'enveloppe dorée. Mon cœur s'est serré. C'était réel. Ça allait vraiment arriver. J'ai répondu « Fais attention à toi et merci pour tout ». Elle a répondu avec un simple emoji, un cœur. Puis, plus rien. Elle devait entrer dans le château, commencer son travail de couverture, se fondre dans le décor. J'ai rangé mon téléphone et je suis restée encore quelques minutes sur ce banc gelé. Je pensais à Rémi. Que ressentait-il en ce moment? De l'excitation, probablement. De la fierté. Il devait se sentir invincible. Il venait de se débarrasser de sa vieille femme encombrante. Il allait épouser une jeune beauté. Il croyait avoir réussi sa vie. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir que dans quelques heures, tout s'effondrerait. Je suis rentrée à l'appartement vers 18 heures. La nuit était déjà tombée. J'ai préparé un dîner léger que je n'ai presque pas touché. Mon estomac était trop noué. J'ai essayé de regarder la télévision, mais je ne parvenais pas à me concentrer. J'ai essayé de lire l'un des romans québécois achetés la veille, mais les mots dansaient devant mes yeux sans faire sens. Finalement, je me suis installée sur le canapé avec mon ordinateur et j'ai ouvert un document vierge. J'ai commencé à écrire. Pas une lettre, pas un journal, juste des pensées en vrac. Des souvenirs, des regrets, des espoirs. Écrire m'a toujours aidé à mettre de l'ordre dans mes émotions. Je m'appelle Victoire Blanchard, j'ai 57 ans. Pendant 32 ans, j'ai été l'épouse de Rémi Leclerc. Pendant 32 ans, j'ai cru que l'amour suffisait. Pendant 32 ans, je me suis trompée.
Les mots coulaient, libérateurs, cathartiques. Je racontais notre rencontre, nos premières années heureuses. Puis, la lente dégradation, les mensonges, les trahisons. Je racontais comment j'avais perdu ma dignité morceau par morceau, comment j'étais devenue une ombre, et comment, finalement, j'avais trouvé le courage de partir. À 20h, heure de Montréal, soit 2h du matin à Paris, j'ai reçu un message de Nathalie. Tout se passe comme prévu. La cérémonie civile a eu lieu cet après-midi. Ce soir, grande réception. Environ 140 personnes présentes. Rémi est en pleine forme, il rayonne. Léna est magnifique. La famille de Léna est là au complet. Les parents, 2 frères, plusieurs oncles et tantes. Ce sont des gens importants, des industriels de Lyon. Ils ont l'air ravis. Rémi leur a fait croire qu'il était l'homme parfait. Encore 1 heure et tout s'effondre. Je te tiens au courant. J'ai répondu « Merci, sois prudente ». Puis j'ai attendu. 1 heure, 60 minutes, 3600 secondes. Chacune semblait durer une éternité. J'ai marché de long en large dans le petit appartement. J'ai bu 3 tasses de tisane. J'ai vérifié mon téléphone toutes les 2 minutes. À 21h25, nouveau message de Nathalie. C'est l'heure. Le maître de cérémonie vient d'annoncer le brindisi. Je me prépare. Je t'aime, ma sœur. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. C'était maintenant. À des milliers de kilomètres, dans un château luxueux du nord de Paris, ma meilleure amie s'apprêtait à détruire la vie de mon ex-mari. Et moi, assise dans un appartement gelé de Montréal, je ne pouvais rien faire d'autre qu'attendre. Les minutes suivantes ont été les plus longues de ma vie. J'étais assise sur le canapé, mon téléphone serré dans ma main, les yeux fixés sur l'écran. Aucun message. Aucune notification. Le silence était insupportable. Je ne savais pas ce qui se passait exactement à Paris en ce moment, mais je pouvais l'imaginer. Nathalie debout devant tous ses invités élégants, l'enveloppe dorée à la main, Rémi et Léna souriant, inconscients de ce qui allait suivre. J'ai regardé l'heure. 21h32. À Paris, il était 3h32 du matin. Le brindisi avait commencé depuis 7 minutes. Pourquoi Nathalie ne m'envoyait-elle rien? Est-ce que quelque chose avait mal tourné? Est-ce qu'elle avait été découverte? Est-ce que Rémi avait compris le piège? Mon esprit s'emballait, imaginant tous les scénarios catastrophes possibles. Et puis, à 21h38, mon téléphone a vibré. Un message de Nathalie. Juste 2 mots. C'est fait. Mon sang s'est glacé. C'était fait. Elle avait parlé. Elle avait révélé tout devant tout le monde. J'ai attendu, les mains tremblantes, que d'autres détails arrivent. Mais rien. Le silence à nouveau. Insupportable. J'ai failli l'appeler, mais je me suis retenue. Elle ne pouvait pas me parler maintenant. Elle était probablement encore sur place, gérant les conséquences de ce qu'elle venait de faire. J'ai posé le téléphone à côté de moi et j'ai fermé les yeux. J'ai essayé de respirer calmement, de contrôler les battements frénétiques de mon cœur, mais c'était impossible. Toute la tension accumulée pendant des mois explosait maintenant dans ma poitrine. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis mon arrivée à Montréal, j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de regret, mais de soulagement. C'était terminé. Tout était sorti au grand jour. Rémi ne pourrait plus se cacher derrière ses mensonges. Le masque était tombé. À 21h52, nouveau message. Cette fois, plus long. Victoire, je ne peux pas parler maintenant, mais voici ce qui s'est passé. J'ai pris le micro juste après que le père de Léna ait porté un toast aux mariés. J'ai dit que j'avais un message de ta part. Le silence s'est installé immédiatement. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai lu exactement ce qu'on avait préparé. J'ai parlé du compte en Suisse, j'ai mentionné les 2-3 millions d'euros détournés. Et j'ai révélé l'existence de Mathis. Rémi est devenu blanc comme un linge. Léna a laissé tomber sa coupe de champagne qui s'est brisée sur le sol. Le père de Léna s'est levé, furieux, exigeant des explications. La mère de Léna a commencé à pleurer. Les invités ont sorti leur téléphone pour filmer. C'était le chaos total. Rémi a essayé de nier, mais j'ai montré les documents. Les extraits bancaires, les photos, la certificat de naissance, tout. Il ne pouvait plus mentir. Il a tenté de m'arracher l'enveloppe, mais 2 serveurs l'ont retenu. Puis, il a craqué. Il a hurlé que c'était de ta faute, que tu l'avais poussé à bout, que tu étais une femme froide et calculatrice qui ne l'avait jamais vraiment aimé. Personne ne l'a cru.
Léna est partie en courant, en larmes. Sa famille est sortie dignement, mais on voyait la rage dans leurs yeux. Les invités ont commencé à quitter la salle. En moins de 15 minutes, le château s'est vidé. Rémi est resté seul au milieu de la salle, effondré. Je suis partie discrètement. Je pense que d'ici 1 heure, les vidéos vont commencer à circuler sur les réseaux sociaux. Je rentre chez moi, on se parle demain. Tu as réussi? Victoire. Tu as gagné. J'ai lu le message 3 fois, puis une 4e. Les larmes coulaient sur mes joues, mais je souriais. Je souriais comme je n'avais pas souri depuis des années. C'était terminé. La vengeance que j'avais si soigneusement orchestrée avait fonctionné. Rémi était détruit, humilié publiquement. Exactement comme il l'avait fait avec moi pendant toutes ces années, mais de manière concentrée, brutale, définitive. J'ai répondu à Nathalie. Merci, merci pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Repose-toi, on se parle demain. Je t'aime. Puis j'ai posé le téléphone et je me suis levée. J'avais besoin de bouger, de faire quelque chose de mes mains. J'ai ouvert la fenêtre malgré le froid. L'air glacial est entré dans l'appartement, mais je m'en fichais. J'ai respiré profondément, laissant le froid purifier mes poumons, mon esprit, mon âme. Dehors, Montréal dormait paisiblement sous son manteau de neige. La vie continuait, indifférente à mon drame personnel, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai refermé la fenêtre et je me suis préparé un thé chaud. Mes mains tremblaient encore légèrement, mais c'était de l'adrénaline, plus de l'anxiété. J'ai allumé mon ordinateur et ouvert Instagram. Il était 22h15 à Montréal, 4h15 à Paris. Les premières vidéos commençaient déjà à apparaître. Quelqu'un avait posté un extrait avec le hashtag « mariage des fous ». La vidéo montrait Nathalie au micro. On l'entendait dire « Mathis Blanc, le fils de 11 ans que Rémi Leclerc n'a jamais reconnu ». On voyait ensuite Rémi essayer de l'interrompre, le visage déformé par la rage et la panique. La vidéo avait déjà 15 000 vues et des centaines de commentaires. Quel scandale! Ce type est un monstre. Pauvre enfant abandonné. La karma est une belle chose. J'ai continué à scroller. D'autres vidéos apparaissaient, filmées sous différents angles. L'une d'elles montrait Léna en train de pleurer, sa mère essayant de la consoler. Une autre montrait les invités quittant précipitamment le château. Et puis, la vidéo la plus partagée, Rémi seul au milieu de la salle vide, assis par terre, la tête entre les mains. L'image était dévastatrice. L'homme puissant, arrogant, invincible, réduit à un tas de misère humaine. Je n'ai pas ressenti de pitié. Pas une once. Cet homme avait passé 32 ans à me démolir systématiquement. Il m'avait fait croire que j'étais insignifiante, que je ne valais rien sans lui, que j'avais de la chance qu'il reste avec moi malgré mon âge, malgré mes défauts, malgré tout. Il m'avait volé mes meilleures années, ma confiance en moi, mon estime personnelle. Il m'avait trompée, humiliée, méprisée. Et en plus de tout ça, il avait abandonné son propre enfant. Non, je ne ressentais aucune pitié, juste une satisfaction froide et complète. Justice avait été rendue. J'ai continué à suivre l'évolution de la situation sur les réseaux sociaux pendant encore 1 heure. Les médias people français commençaient à relayer l'information. Scandale lors d'un mariage de la haute société parisienne, titrait un site. Un entrepreneur accusé de fraude et d'abandon d'enfants, annonçait un autre. Le nom de Rémi Leclerc apparaissait partout. Sa réputation, construite pendant des décennies, s'effondrait en quelques heures. C'était fascinant et terrifiant à la fois de voir à quelle vitesse une vie pouvait être détruite à l'ère des réseaux sociaux. À 23h30, mon téléphone a sonné. Pas un message cette fois, mais un appel. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. Allô? Silence, puis une respiration. Victoire. C'était Rémi. Sa voix était méconnaissable, brisée, tremblante, désespérée. Mon cœur s'est accéléré, mais je suis resté calme. Rémi. Nouveau silence. Comment as-tu pu faire ça? J'ai ri. Un rire froid, sans joie. Comment j'ai pu? C'est vraiment la question que tu me poses? Il a continué, sa voix montant dans les aigus. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit mon mariage. Tu as détruit ma réputation. Pourquoi?
On était divorcés, c'était fini, tu avais tourné la page. Pourquoi tu as fait ça? J'ai attendu qu'il se calme. Rémi, pendant 32 ans, tu m'as menti. Tu m'as trompé. Tu m'as humilié. Tu m'as fait croire que j'étais folle, que j'imaginais des choses. Tu as volé l'argent de notre entreprise commune. Et surtout, tu as abandonné ton propre fils. Alors ne me demande pas pourquoi j'ai fait ça. Tu sais exactement pourquoi. Il a explosé. Mathis n'est pas mon fils. Enfin, si, biologiquement, mais je ne l'ai jamais voulu. Cette femme m'a piégée. Elle savait qui j'étais. Elle voulait mon argent. Je ne pouvais pas le reconnaître, tu comprends? Ça aurait tout détruit. J'ai senti la rage monter en moi. Ça aurait détruit quoi, Rémi? Ton image parfaite? Ta réputation de bon mari? Cet enfant existe. Il a 11 ans. Il porte ton ADN. Et tu l'as abandonné comme une vieille chaussette. Tu es un monstre. Il a changé de tactique. Sa voix est devenue suppliante. Presque pathétique. Victoire, s'il te plaît. Je suis désolée. Pour tout. J'ai fait des erreurs, d'accord, je le reconnais. Mais là, tu es allé trop loin. Léna m'a quitté. Sa famille veut me poursuivre en justice. Les médias me traquent. Les clients de l'entreprise annulent leur contrat. Ma vie est finie. S'il te plaît, dément tout ça. Dis que c'était une vengeance, que tu as inventé des preuves, n'importe quoi, je t'en supplie. J'ai regardé par la fenêtre la neige qui tombait doucement sur Montréal. Non, Rémi, tu as fait ton lit, maintenant tu vas dormir dedans. Au revoir. J'ai raccroché, les mains tremblantes, mais le cœur léger. Après avoir raccroché, j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais plus entendre la voix de Rémi. Je ne voulais plus voir son nom apparaître sur mon écran. C'était terminé. Vraiment terminé cette fois. J'ai posé l'appareil sur la table basse et je me suis allongé sur le canapé, enroulé dans une couverture épaisse. Mon corps était épuisé, mais mon esprit bouillonnait encore. Les images de la soirée tournaient en boucle dans ma tête. Nathalie debout face à tous ces gens, l'enveloppe dorée à la main. Rémi effondré. Léna en larmes. La salle qui se vidait comme un navire qui sombre. C'était surréaliste. Pendant des mois, j'avais imaginé ce moment, je l'avais planifié dans les moindres détails, mais maintenant qu'il était arrivé, j'avais du mal à croire que c'était réel, que justice avait vraiment été rendue, que Rémi payait enfin pour tout ce qu'il avait fait. J'ai fini par m'endormir vers 1h du matin, d'un sommeil agité rempli de rêves confus. Je me voyais dans le château de Chantilly, mais personne ne me voyait. J'étais un fantôme, invisible, flottant au-dessus de la Seine. Je voyais Rémi qui hurlait, qui cherchait quelqu'un à blâmer. Je voyais Léna qui pleurait, se demandant comment elle avait pu être aussi naïve. Je voyais les invités qui chuchotaient, scandalisés mais secrètement ravis d'avoir un tel scandale à raconter. Et au milieu de tout ça, je me voyais moi, la vraie moi, celle qui était à Montréal, loin de tout ce chaos, libre enfin. Je me suis réveillée vers 9h. La lumière du jour filtrant à travers les rideaux. J'ai rallumé mon téléphone. 127 notifications. Des messages de connaissances à Paris qui avaient appris la nouvelle. Des anciens collègues qui me demandaient si j'allais bien. Des journalistes qui voulaient mon témoignage. Et surtout, des centaines de notifications de réseaux sociaux. L'affaire Rémi Leclerc était partout. J'ai ouvert Twitter. Le hashtag Remaille-Leclerc scandale était dans les tendances françaises. Des milliers de tweets commentèrent l'événement. Certains le défendaient, disant que sa vie privée ne regardait personne. Mais la majorité le condamnait. Un homme qui abandonne son enfant ne mérite aucune pitié, écrivait quelqu'un. La fraude fiscale et le détournement de fonds, c'est un crime, pas une erreur de jugement, ajoutait un autre. Les médias traditionnels s'en mêlaient aussi. Le Figaro avait publié un article « Scandale Leclerc, quand la réussite cache une face sombre ». Libération titrait « Mariage interrompu, les secrets d'un entrepreneur dévoilés ». Même les chaînes de télévision en parlaient dans leurs journaux du matin. Rémi était devenu, en une nuit, l'homme le plus détesté de France. Son visage était partout. Les photos de son mariage raté, les captures d'écran montrant son expression horrifiée quand Nathalie avait révélé ses secrets. C'était une chute spectaculaire. Un homme au sommet de sa gloire, réduit à néant en quelques heures.
J'ai trouvé un message de Nathalie envoyé à 6 heures du matin, heure de Paris. Victoire, j'espère que tu dors paisiblement. De mon côté, je suis rentrée chez moi vers 5 heures. Après mon départ du château, j'ai reçu plusieurs appels de journalistes qui avaient réussi à avoir mon numéro, je ne sais pas comment. Je n'ai rien dit, évidemment. Mais voilà ce que je sais. Léna a annulé le mariage dans la nuit. Elle est retournée chez ses parents à Lyon avec sa famille. Apparemment, son père a déjà contacté des avocats pour étudier les possibilités de poursuite contre Rémi pour tromperie. Les réseaux sociaux sont en feu. Rémi a supprimé tous ses comptes, mais c'est trop tard, tout a été capturé et partagé des milliers de fois. Et le plus intéressant, ce matin, la brigade financière a ouvert une enquête officielle sur les allégations de détournement de fonds. Les preuves que nous avons rassemblées vont leur être très utiles. Rémi risque bien plus qu'une simple humiliation publique maintenant. Il risque la prison. Appelle-moi quand tu te réveilles. Je t'embrasse. J'ai souri en lisant le message. La brigade financière. Je n'avais pas prévu ça, mais c'était la cerise sur le gâteau. Rémi ne s'en tirerait pas juste avec une réputation détruite. Il allait devoir répondre de ses actes devant la justice. Les millions qu'il avait cachés en Suisse, l'argent qu'il avait détourné de notre entreprise, tout allait être examiné, vérifié, prouvé. Et il n'avait aucune échappatoire. Les documents que Nathalie et moi avions collectés étaient irréfutables. J'ai appelé Nathalie sur WhatsApp. Elle a décroché à la première sonnerie. « Victoire, enfin. Comment tu vas ?» Sa voix était fatiguée mais joyeuse. « Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je viens de lire ton message. La brigade financière, vraiment ?» Elle a ri. « Oui, apparemment, quelqu'un a envoyé anonymement un dossier complet à la police ce matin, avec tous les documents, les preuves, les numéros de compte en Suisse. Je me demande bien qui ça pourrait être. » J'ai ri aussi. « Un mystère total. Mais dis-moi, comment tu te sens ? Tu n'as pas eu de problème après ton départ du château ?» Nathalie a soupiré. « Non, ça va. J'ai été prudente. J'ai quitté les lieux discrètement pendant que tout le monde était encore sous le choc. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a posé de questions. Officiellement, j'étais juste une photographe qui faisait son travail. Le fait que j'ai pris le micro pour lire un message était étrange, certes, mais pas illégal. Et puis franchement, avec le chaos qui régnait, je ne pense pas que beaucoup de gens aient fait attention à moi après la révélation. Tout le monde était concentré sur Rémi et Léna. Je me suis sentie soulagée. Merci, Nathalie. Merci pour tout. Sans toi, je n'aurais jamais pu faire ça. Elle a répondu doucement. Tu aurais trouvé un autre moyen, Victoire. Tu es forte. Plus forte que tu ne le crois. Rémi t'a fait croire pendant des années que tu étais faible, dépendante, incapable. Mais regarde ce que tu viens de faire. Tu as détruit un homme qui pensait être intouchable. Tu as révélé des secrets qu'il croyait enterrés pour toujours. Tu as repris le contrôle de ta vie. Ça, c'est de la force. Nous avons parlé encore une vingtaine de minutes, discutant des détails de la soirée, des réactions des invités, de l'avenir. Nathalie me racontait comment le père de Léna, un industriel respecté de Lyon, avait quitté le château avec une expression de rage froide que personne n'oublierait de sitôt. Cet homme a une réputation à protéger, expliquait-elle. Sa fille vient d'être humiliée publiquement. Son gendre s'avère être un fraudeur et un père indigne. Il ne laissera pas passer ça. Je pense que Rémi va avoir de sérieux problèmes légaux, et pas seulement avec la brigade financière. L'idée me plaisait. Rémi avait toujours pensé pouvoir échapper aux conséquences de ses actes grâce à son argent, ses relations, son charme. Mais cette fois, il était coincé, pris au piège de ses propres mensonges. Après avoir raccroché avec Nathalie, j'ai décidé de sortir prendre l'air. J'avais besoin de bouger, de marcher, de sentir le froid sur mon visage. Montréal était magnifique ce matin-là. Le soleil brillait sur la neige fraîche, créant des millions de points scintillants. Les gens marchaient d'un pas rapide, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver, mais ils souriaient, saluaient. L'atmosphère était si différente de Paris. Je suis entrée dans un café sur la rue Saint-Denis, un endroit chaleureux avec des murs en briques exposés et une odeur de café fraîchement torréfié. J'ai commandé un latte et un croissant, puis je me suis installée près de la fenêtre. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. D'autres messages, d'autres notifications. J'ai fini par le mettre en mode avion,
J'avais besoin d'un moment de paix, loin du chaos que j'avais créé à Paris. J'ai regardé les passants dans la rue. Des étudiants avec leurs sacs à dos énormes, des femmes d'affaires pressées, des artistes de rue qui jouaient de la musique malgré le froid. Chacun vivait sa vie, poursuivait ses rêves, affrontait ses propres défis. Et moi, j'étais là, anonyme au milieu de cette foule, libre de recommencer. C'était grisant et terrifiant à la fois. Pendant 32 ans, j'avais été la femme de Rémi Leclerc. Mon identité était liée à la sienne. Mes succès professionnels étaient attribués à son influence. Mes échecs personnels étaient utilisés pour me rabaisser. Mais maintenant, j'étais juste Victoire. Victoire Blanchard. Une femme de 57 ans dans une nouvelle ville, avec une nouvelle vie devant elle. Mon téléphone, même en mode avion, affichait l'heure. Midi à Montréal, 18 heures à Paris. Je me suis demandé ce que faisait Rémi en ce moment. Était-il chez lui, seul, essayant de comprendre comment sa vie avait pu basculer si rapidement? Était-il avec ses avocats, cherchant désespérément une stratégie de défense? Ou était-il déjà en train de préparer ses bagages, envisageant de fuir le pays avant que la justice ne le rattrape? Une partie de moi voulait savoir. Une autre partie s'en fichait complètement. Il avait fait ses choix. Il devait maintenant en assumer les conséquences. J'ai terminé mon café et suis sorti dans le froid vivifiant. Il était temps de penser à mon avenir, pas au passé de Rémi. J'avais une nouvelle vie à construire, des rêves à poursuivre, des erreurs à ne plus répéter. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais excitée par ce qui m'attendait. L'inconnu ne me faisait plus peur, il me libérait. Les jours suivants ont été étranges. Pendant que ma vie à Montréal commençait à prendre forme, celle de Rémi à Paris s'effondrait complètement. Je suivais l'évolution de la situation de loin, comme on regarde un film dont on connaît déjà la fin. Le lendemain du scandale, Le Monde avait publié un article détaillé sur l'affaire. Rémi Leclerc, entrepreneur parisien de 60 ans, fait face à de multiples accusations après qu'une amie de son ex-épouse ait révélé lors de son second mariage l'existence d'un enfant non reconnu et de comptes bancaires secrets en Suisse. L'article était accompagné d'interviews d'anciens employés qui confirmaient les rumeurs de détournement de fonds. Certains racontaient comment Rémi avait systématiquement sous-évalué les bénéfices de l'entreprise pour éviter de payer sa juste part à ses associés. D'autres mentionnaient des dépenses personnelles extravagantes payées avec l'argent de la société. Le portrait qui se dessinait était celui d'un homme profondément malhonnête, narcissique, capable de tout pour maintenir son train de vie luxueux. Sandrine Blanc, la mère de Mathis, avait également accepté de parler aux médias. Son témoignage était déchirant. Elle racontait comment elle avait rencontré Rémi en 2013 alors qu'elle travaillait comme assistante comptable dans notre entreprise. Comment il l'avait séduite avec ses promesses, ses cadeaux, ses attentions. Comment elle était tombée enceinte et comment, du jour au lendemain, Rémi était devenu un étranger froid et menaçant. Il m'a dit que si je parlais de la grossesse à qui que ce soit, il me détruirait professionnellement. Il m'a forcé à démissionner, puis il m'a offert de l'argent pour avorter. Quand j'ai refusé, il a disparu de ma vie. Mathis a 11 ans maintenant, et son père n'a jamais cherché à le connaître. Pas une fois. Elle montrait ensuite une photo de Mathis, un petit garçon aux yeux clairs, souriant timidement à l'appareil. Il me demande souvent pourquoi son papa ne veut pas le voir. Je ne sais plus quoi lui répondre. En lisant cet article, j'ai pleuré. Pas pour Rémi, mais pour cet enfant innocent qui portait le poids de l'égoïsme de son père. Le scandale prenait de l'ampleur chaque jour. Les clients de l'entreprise annulaient leurs contrats les uns après les autres. Les partenaires commerciaux prenaient leur distance. Les banques bloquaient les comptes en attendant les résultats de l'enquête de la brigade financière. Rémi était devenu un paria. Même ses amis les plus proches l'abandonnaient, craignant que leur réputation soit ternie par association. J'ai reçu un message de Claire, une ancienne collègue avec qui j'avais toujours eu de bons rapports. « Victoire, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Je suis sous le choc. Je ne savais rien de tout ça. Rémi nous avait tous trompés. Je voulais juste te dire que tu as eu raison de partir et que tu as eu du courage. Beaucoup d'entre nous admirent ce que tu as fait. Prends soin de toi. » Ce message m'a touchée plus que je ne l'aurais cru. Pendant des années, j'avais pensé que les gens me jugeraient,
me blâmeraient pour la chute de Rémi. Mais au contraire, beaucoup comprenaient. Beaucoup soutenaient ma décision. Le 5e jour après le scandale, Nathalie m'a appelé avec des nouvelles importantes. « Victoire, tu ne vas pas le croire, la police vient d'arrêter Rémi. » Mon cœur a bondi. « Quoi, déjà ?» Elle était excitée, parlant rapidement. « Oui. Apparemment, quand ils ont commencé à éplucher ses comptes, ils ont découvert bien plus que ce que nous avions trouvé. Il n'y avait pas seulement le compte en Suisse. Il y en avait 3 autres, aux îles Caïmans, au Luxembourg et au Panama. Au total, plus de 5 millions d'euros cachés. Et ce n'est pas tout. Ils ont aussi découvert qu'il avait créé des fausses factures pour gonfler les dépenses de l'entreprise et détourner l'argent. C'est de la fraude massive, Victoire. Il risque entre 5 et 10 ans de prison. J'ai dû m'asseoir. 5 millions d'euros, 3 comptes supplémentaires, des fausses factures. Pendant toutes ces années où je me privais de petits plaisirs pour économiser, où je calculais chaque euro dépensé pour l'entreprise, Rémi volait des millions et les cachait à l'étranger. La trahison était encore plus profonde que ce que j'avais imaginé. Nathalie continuait. Et il y a autre chose. Sandrine Blanc a déposé une plainte officielle pour abandon d'enfants et non-paiement de pension alimentaire. Avec toute la médiatisation, le juge a accepté d'examiner le cas en priorité. Rémi va devoir reconnaître Mathis légalement et payer toutes les pensions qu'il aurait dû payer depuis 11 ans, plus des dommages et intérêts. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. J'ai souri amèrement. Bien, cet enfant mérite au moins ça. Nathalie a ajouté, Léna aussi a porté plainte, pour escroquerie au mariage. Elle dit que Rémi lui a menti sur sa situation financière et personnelle, et que si elle avait su la vérité, elle ne l'aurait jamais épousé. Son père finance les avocats. Ils veulent le détruire complètement. Je ne ressentais aucune pitié. Rémi avait construit son existence sur des mensonges. Il était temps qu'il paie le prix. « Comment il réagit ?» ai-je demandé. Nathalie a soupiré. D'après ce que j'ai entendu, il est effondré, complètement brisé. Il pleure, il supplie, il dit que tout le monde se ligue contre lui, qu'il est victime d'un complot. Mais personne ne l'écoute. Les preuves sont trop accablantes. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Pas à cause du stress ou de l'anxiété, mais à cause d'un mélange complexe d'émotions. Satisfaction, certainement. Justice avait été rendue. Mais aussi une forme de tristesse. Pas pour Rémi lui-même, mais pour le temps perdu, pour la femme que j'avais été, naïve et amoureuse, qui croyait encore aux contes de fées. Cette femme était morte quelque part en chemin, étouffée par les mensonges et les humiliations. La femme que j'étais devenue était plus forte, plus cynique peut-être, mais aussi plus libre. Je me suis levée vers 3 heures du matin et je me suis préparé une tisane. Par la fenêtre, Montréal dormait sous une nouvelle couche de neige. Les rues étaient silencieuses, paisibles. J'ai repensé à tout le chemin parcouru. 6 mois plus tôt, j'étais encore dans ce penthouse parisien, essayant de sauver un mariage qui était mort depuis longtemps. Aujourd'hui, j'étais à des milliers de kilomètres, dans un pays qui m'était étranger, mais où je me sentais paradoxalement chez moi. Le changement était radical, terrifiant, mais nécessaire. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel inattendu. Un numéro français que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité avant de répondre. « Allô ?» Une voix féminine, jeune, hésitante. « Madame Blanchard, je m'appelle Sandrine Blanc. Je ne sais pas si vous accepteriez de me parler, mais j'avais besoin de vous dire quelque chose. » Mon cœur s'est serré. « Sandrine, la mère de Mathis. »« Oui, bien sûr, je vous écoute. » Elle a pris une grande inspiration. « Je voulais vous remercier. Sans vous, sans ce que vous avez fait, Mathis n'aurait jamais eu la reconnaissance qu'il mérite. Rémi ne l'aurait jamais accepté. Pendant 11 ans, j'ai essayé de le convaincre, de le supplier, de le menacer. Rien n'a marché. Mais vous, en une seule soirée, vous avez réussi à exposer la vérité. Mathis va enfin avoir un père, même si ce père est en prison. Il va avoir son nom, sa reconnaissance, son histoire. Et ça, c'est grâce à vous. » J'avais les larmes aux yeux. « Sandrine, je n'ai fait que révéler ce qui devait l'être. Mathis mérite un père, même imparfait. Je suis désolée que Rémi vous ait fait vivre ça. » Elle a continué, sa voix tremblant légèrement. « Vous savez,
Quand j'ai appris que Rémi divorçait, j'ai pensé que peut-être, enfin, il reconnaîtrait Mathis. Mais quand j'ai vu qu'il se remariait 3 jours après, j'ai compris qu'il ne changerait jamais. Cet homme est incapable d'amour. Il est juste capable de prendre, de consommer, de jeter. Vous avez vécu avec lui pendant 32 ans. Je n'imagine même pas ce que vous avez enduré. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Sandrine me racontait sa vie de mère célibataire, les difficultés financières, les nuits blanches, les questions de Mathis sur son père absent. Mais elle me parlait aussi de la joie d'être mère, de voir son fils grandir, de ses rêves pour son avenir. À la fin de la conversation, elle m'a dit « Un jour, j'aimerais que Mathis vous rencontre. Pas maintenant, il est encore trop jeune pour comprendre tout ça. Mais plus tard, quand il sera adolescent, je pense que ça lui ferait du bien de parler à quelqu'un qui connaît vraiment son père. Quelqu'un qui peut lui expliquer sans jugement qui est Rémi Leclerc. » J'ai accepté. Quand le moment sera venu, je serai là. Après avoir raccroché, je me suis sentie étrangement apaisée. Cette conversation avait fermé une boucle que je ne savais même pas ouverte. Mathis aurait sa place dans l'histoire, il aurait son nom, son identité. Et moi, j'avais joué un rôle dans cette justice, même si ce n'était pas mon intention première. Ma vengeance contre Rémi avait eu des conséquences inattendues, des ramifications que je n'avais pas anticipées. Un enfant allait enfin être reconnu. Une mère allait recevoir l'aide qu'elle méritait. Et un homme allait payer pour ses crimes. Ce n'était pas parfait, mais c'était juste. Infiniment plus juste que le silence et les mensonges qui avaient régné pendant des années. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se levait sur Montréal, teignant la neige de rose et d'or. Une nouvelle journée commençait. Et avec elle, une nouvelle vie. 3 semaines après le scandale, j'ai rallumé mon téléphone un matin et découvert 457 appels manqués. Tous de Rémi. 457. Le chiffre était tellement absurde que j'ai d'abord cru à une erreur. Mais non. Entre minuit et 6 heures du matin, heure de Paris, il avait appelé sans interruption. Toutes les 2 minutes environ. Un appel, puis un autre, comme un automate incapable de s'arrêter. J'ai écouté quelques messages vocaux, par pure curiosité morbide. Les premiers étaient agressifs, menaçants. « Décroche, Victoire. Décroche. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je vais te détruire. Tu m'entends? Je vais te détruire. » Puis le ton changeait progressivement. « S'il te plaît, Victoire, réponds-moi, j'ai besoin de te parler. C'est important. Vraiment important. S'il te plaît. » Et vers la fin, c'était juste des sanglots, des pleurs incontrôlables, des respirations hachées. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Pour tout. S'il te plaît, aide-moi. Je t'en supplie, aide-moi. » C'était pathétique et déchirant à la fois. J'ai appelé Nathalie. Il m'a appelé 457 fois cette nuit. Elle a sifflé entre ses dents. 457 fois, il perd complètement la tête. « Écoute, Victoire, je ne sais pas si tu es au courant, mais hier, le juge a ordonné le gel de tous ses comptes bancaires, y compris ceux à l'étranger. Rémi est complètement ruiné. Il n'a plus accès à rien. Plus 1 euro. Son appartement va être saisi pour rembourser les créanciers. Ses voitures ont déjà été confisquées. Il dort chez un ami qui accepte encore de l'héberger. Mais même ça, ça ne va pas durer longtemps. Les gens ne veulent plus être associés à lui. Il est toxique. » Je suis restée silencieuse un moment, digérant l'information. Ruiné, complètement ruiné. L'homme qui avait tout, l'argent, le pouvoir, le respect, n'avait plus rien. « Et le procès ?» ai-je demandé. Nathalie a répondu « Prévu dans 3 mois. » Mais avec toutes les preuves qu'ils ont, son avocat lui conseille de plaider coupable pour espérer une réduction de peine. On parle de 6 à 8 ans de prison ferme. Et il devra rembourser tout l'argent détourné, plus les intérêts et les pénalités. Il ne s'en remettra jamais. J'ai regardé mon téléphone. 457 appels. J'ai imaginé Rémi dans une chambre sombre, composant mon numéro encore et encore, espérant désespérément que je réponde, que je le sauve, que je fasse disparaître tout ça comme par magie. Mais je n'étais pas sa bouée de sauvetage. Je n'étais plus rien pour lui. Pas après ce qu'il m'avait fait. Nathalie a continué. Il y a autre chose. Léna a donné une interview hier à un magazine féminin. Elle raconte tout. Comment Rémi l'a manipulée,
Comment il lui faisait croire qu'il était veuf, que tu étais morte d'un cancer il y a plusieurs années. Elle ne savait même pas qu'il était encore marié quand ils se sont rencontrés. Il lui avait raconté une histoire complète, inventée de toutes pièces. Elle pensait être sa première femme. Tu imagines le choc quand elle a appris la vérité? Je n'imaginais pas, non. Ou plutôt si, je comprenais trop bien. Rémi était un menteur professionnel. Il créait des réalités parallèles pour chaque personne de sa vie, cloisonnant soigneusement chaque mensonge pour qu'ils ne se rencontrent jamais, jusqu'à ce que tout explose. J'ai décidé de rappeler Rémi, une seule fois, pour clore définitivement ce chapitre. J'ai composé son numéro, il a décroché avant la première sonnerie. Victoire. Sa voix était cassée, méconnaissable. Victoire, merci. Merci d'avoir appelé, je l'ai coupé. Je n'ai pas appelé pour te consoler, Rémi. J'ai appelé pour te dire quelque chose d'important, quelque chose que tu dois entendre. Silence. Il attendait, retenant son souffle. J'ai continué calmement. Pendant 32 ans, tu m'as fait croire que j'étais la chance de ta vie, que sans toi, je n'étais rien, que je devais être reconnaissante que tu restes avec moi malgré mon âge, malgré mes défauts, malgré tout. Tu m'as volé ma confiance, mon estime, ma dignité. Tu m'as trompé, humilié, méprisé. Et quand j'ai enfin trouvé le courage de partir, tu as voulu m'humilier une dernière fois en te remariant 3 jours après notre divorce. Tu voulais me faire mal. Tu voulais me montrer que j'étais remplaçable, insignifiante. Il a essayé de parler, mais je l'ai interrompu. Laisse-moi finir. Ce que tu n'as pas compris, Rémi, c'est que tu ne m'as pas détruite. Tu as juste révélé qui tu étais vraiment. Un menteur, un voleur, un lâche qui abandonne son propre enfant, un manipulateur qui détruit tout ce qu'il touche. Et maintenant, le monde entier le sait. Ta réputation est en ruine. Ta carrière est terminée. Tes amis t'ont abandonné. Ta nouvelle femme t'a quitté. Tu vas aller en prison. Et tout ça, c'est de ta faute. Pas de la mienne, de la tienne. Ma voix tremblait légèrement, mais c'était de l'émotion contenue, pas de la faiblesse. Tu m'as appelé 457 fois cette nuit. Tu veux que je t'aide, que je te sauve. Mais pourquoi le ferais-je, Rémi? Quand j'avais besoin de toi, quand je souffrais à cause de tes mensonges, de tes trahisons, tu étais où? Tu étais avec tes maîtresses. Tu étais en train de voler notre argent. Tu étais en train de construire ta vie parfaite sur mes ruines. Il sanglotait maintenant. Victoire, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai tout perdu. Ma vie est finie. Je n'ai plus rien. Plus personne. S'il te plaît, juste. Juste dis-leur que c'était une erreur, que les documents étaient faux, que tu t'es trompé. S'il te plaît. J'ai ri. Un rire sans joie, froid comme le vent de Montréal. Les documents étaient vrais, Rémi. Chaque extrait bancaire, chaque photo, chaque preuve. Tu le sais, la police le sait, le monde entier le sait. Et je ne vais rien démentir parce qu'il n'y a rien à démentir. Tu as fait des choix. Maintenant, tu en assumes les conséquences. Il a crié, sa voix montant dans les aigus. Tu es un monstre, tu m'as détruit. Tu as détruit ma vie par vengeance, par pure vengeance. Je suis resté calme. Non, Rémi, ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Il y a une différence. La vengeance aurait été de te faire du mal gratuitement. La justice, c'est de révéler tes crimes et de te laisser en payer le prix. C'est exactement ce que j'ai fait. Silence. Juste sa respiration saccadée. Puis, d'une voix à peine audible, « Qu'est-ce que je vais devenir ?» J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, la neige tombait doucement sur Montréal. Des enfants construisaient un bonhomme de neige dans le parc en face. La vie continuait, belle et simple. Je ne sais pas, Rémi. Et franchement, je m'en fiche. Tu as fait ton lit, maintenant tu vas dormir dedans. Ou plutôt, tu vas dormir sur le lit de prison qui t'attend. Profite de ta lune de miel avec ta nouvelle vie, ou ce qu'il en reste. J'allais raccrocher quand il a murmuré une dernière chose. Est-ce que tu m'as déjà aimé? Vraiment aimé? La question m'a surprise. J'ai réfléchi quelques secondes. Oui, je t'ai aimé. Pendant des années, je t'ai aimé de tout mon cœur. Mais tu as tué cet amour petit à petit, mensonge après mensonge, trahison après trahison. Ce que je ressens maintenant, ce n'est pas de la haine, c'est de l'indifférence. Et c'est bien pire, non? J'ai raccroché. Et cette fois,
J'ai bloqué son numéro définitivement. Les semaines suivantes ont été paisibles. J'ai commencé à construire ma nouvelle vie à Montréal. J'ai trouvé un emploi dans une petite agence d'architecture d'intérieur qui cherchait quelqu'un avec de l'expérience. Le salaire était modeste comparé à ce que je gagnais à Paris, mais c'était suffisant. Et surtout, l'atmosphère était saine. Mes nouveaux collègues étaient gentils, respectueux, collaboratifs. Personne ne me connaissait comme la femme de Rémi Leclerc. J'étais juste Victoire, une nouvelle employée talentueuse qui avait beaucoup à offrir. J'ai aussi commencé à suivre des cours de yoga dans un studio du quartier. Le professeur, une femme sereine d'origine indienne, nous répétait souvent « Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est accepter que certaines choses ne nous appartiennent plus. » Ces mots résonnaient profondément en moi. Lâcher prise, accepter, avancer. C'était exactement ce que je faisais. J'ai également rencontré d'autres expatriés français à Montréal, des gens qui, comme moi, avaient tout quitté pour recommencer ailleurs. Nous partagions nos histoires autour d'un verre de vin dans les bars chaleureux du plateau. Certains avaient fui des situations toxiques, d'autres cherchaient simplement l'aventure, mais tous avaient ce même regard, celui de gens qui avaient eu le courage de choisir leur propre bonheur. Un soir de février, 3 mois après le scandale, j'ai reçu un message de Nathalie. Le procès a eu lieu aujourd'hui. Rémi a plaidé coupable sur tous les chefs d'accusation. Fraude fiscale, détournement de fonds, abandon d'enfants. Le juge l'a condamné à 7 ans de prison ferme. Il doit aussi rembourser les 2 millions d'euros détournés, plus 1 million en dommages et intérêts à diverses parties. Il a été emmené directement en prison. Son avocat dit qu'il est effondré, qu'il pleure tout le temps, qu'il ne mange presque plus. Victoire, tu as gagné, complètement gagné. J'ai lu le message plusieurs fois. 7 ans. Rémi avait 60 ans. Il sortirait de prison à 67 ans, ruiné, sans réputation, sans avenir. C'était une fin terrible pour un homme qui avait eu tant d'opportunités, tant de chances. Mais c'était juste, profondément juste. J'ai répondu à Nathalie, « Merci de m'avoir tenu au courant. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas une victoire, c'est juste la fin d'un cauchemar. Ma vraie victoire, c'est d'être ici, à Montréal, libre et en paix. Le reste, c'est juste la conséquence de ses propres choix. » Ce soir-là, je me suis préparé un dîner simple. Pâtes au pesto, salade verte, un verre de vin blanc. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, regardant la neige tomber dehors. Mon petit appartement était chaud, confortable, rempli de mes affaires, de mes livres, de mes souvenirs choisis. C'était chez moi, vraiment chez moi. Pas un endroit où je vivais par obligation ou par habitude, mais un endroit que j'avais choisi, que j'avais construit, qui reflétait qui j'étais vraiment. Après le dîner, j'ai ouvert mon ordinateur et écrit quelques paragraphes dans un document que j'avais commencé des semaines plus tôt. L'histoire de ma vie, de mon mariage, de ma libération. Je ne savais pas si je publierais un jour ce texte, si je le partagerais avec le monde ou si je le garderais juste pour moi. Mais écrire m'aidait à comprendre, à digérer, à transformer la douleur en sagesse. J'ai écrit « Les relations abusives ne se terminent pas du jour au lendemain. Elles nous rongent lentement, insidieusement, jusqu'à ce qu'on ne se reconnaisse plus. Pendant des années, j'ai cru que j'étais le problème. Que si je changeais, si je m'améliorais, si je faisais plus d'efforts, Rémi m'aimerait enfin vraiment. Mais la vérité, c'est qu'un manipulateur ne change jamais. Il perfectionne juste sa manipulation. » J'ai continué. Partir n'a pas été facile. Ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais rester aurait été impossible. Mortel même. Pas physiquement, mais émotionnellement, psychologiquement. J'étais en train de disparaître, de devenir une coquille vide. Alors j'ai choisi la vie. J'ai choisi ma dignité. J'ai choisi moi. Et aujourd'hui, à 57 ans, dans une ville étrangère où je ne connaissais personne il y a 3 mois, je peux dire que je suis enfin heureuse. Pas d'un bonheur explosif, euphorie, mais d'un bonheur calme, profond, stable. Le bonheur de savoir que je contrôle ma vie, que personne ne peut plus me dire qui je suis, ce que je vaux, ce que je mérite. Ce bonheur-là, personne ne peut me le voler. J'ai sauvegardé le document et fermé l'ordinateur. Dehors, Montréal scintillait sous la neige fraîche.
Demain, je recommencerai ma vie. Et après-demain aussi. Et tous les jours suivants. Libre, digne, vivante. La plus grande revanche n'avait pas été de détruire Rémi. Elle avait été de me sauver moi-même. Et ça, personne ne pourrait jamais me le reprendre. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre, à l'ancienne, dans une enveloppe blanche envoyée de Marseille. L'expéditeur était Sandrine Blanc. À l'intérieur, une photo de Matisse souriant, tenant une lettre de reconnaissance officielle de paternité. Le garçon avait grandi. Il ressemblait de plus en plus à Rémi, mais avec quelque chose de plus doux dans le regard. Au dos de la photo, Sandrine avait écrit « Merci Victoire. Grâce à vous, mon fils a enfin un nom, une identité, une histoire complète. Un jour, je lui parlerai de vous, de la femme courageuse qui a refusé de se taire. Avec toute ma gratitude, Sandrine et Matisse. » J'ai accroché la photo sur mon réfrigérateur, non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Un rappel que parfois, briser le silence ne détruit pas seulement un coupable. Ça libère aussi des innocents. Et ça valait tout l'or du monde. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Les relations abusives ne se terminent pas d'elles-mêmes. C'est à nous de trouver le courage de partir, le courage de dire non, le courage de choisir notre propre bonheur, même quand le monde entier nous dit de rester, de pardonner, de donner une autre chance. Victoire Blanchard a choisi la liberté. Elle a choisi la dignité. Elle a choisi la vie. Et c'est cette décision qui a tout changé. Non pas la vengeance, mais la libération. Si vous vivez une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a toujours une sortie, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 57 ans, à 70 ans, à n'importe quel âge. La liberté n'a pas de date d'expiration. Elle n'attend que votre décision. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un like et commenter. Votre soutien compte énormément. Prenez soin de vous.